Donc bonjour, bienvenue dans cet autre cours d'INF 130. Aujourd'hui, on va regarder le principe de portée. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les solutions, on avait le mot-clé public des fois en avant de différents sous-programmes. On va aller regarder qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc, ici, on va parler de portée, puis pour parler de portée de sous-programme, on va faire un petit retour sur le principe de durée de vie des variables qu'on avait jasé au dernier cours. Donc, on avait vu le principe que quand on travaille à l'intérieur d'un sous-programme, les différentes variables sont seulement, il existe seulement quand on est dans le dit sous-programme. Une fois qu'on a terminé l'exécution, les variables arrêtent d'exister, sont détruites et ne sont plus accessibles. Donc, ce principe-là de portée, c'est en fait le principe qui se rattache à ça, qui nous dit quand est-ce qu'un élément est utilisable dans notre programme. Donc, quand on parle de variables qui sont à l'intérieur des différents sous-programmes, qu'est-ce qu'on fait avec le dim ou qu'est-ce qu'on fait avec les paramètres d'entrée, on dit que la portée est locale au sous-programme. Donc, quand on a une procédure quelconque, puis on a des dim, ça se passe à l'intérieur de celle-ci. Donc, on va voir que ce principe de portée-là, le principe de où c'est que je peux utiliser des choses, va se propager à des éléments un peu plus larges. Fait qu'on va faire quelques exemples ensemble pour être capable de voir les possibilités derrière. Oups, cliquez sur les mauvaises choses. Ici. Donc, on a un premier gentil sous-programme dans lequel on va tout simplement avoir un message box SP pour sous-programme ici. Allô, sous-programme. Puis on va se créer un deuxième sous-programme qui va pouvoir l'activer, donc l'appeler. Donc on avait vu ici. OK. Donc, on avait vu que quand on veut appeler une procédure, on peut faire call le nom de la procédure, puis ça va exécuter la dite procédure, puis après ça, retourner où c'est qu'on était rendu. Ben ici, quand je clique sur « il faudrait que je sache écrire », mais si je savais écrire, on pourrait voir que ça l'exécute correctement la procédure, ça l'exécute le message box, puis on n'a pas de problème. Fait que ici, le principe, c'est que le sous-programme portée SP a une portée assez large pour être capable d'être utilisé à l'intérieur d'un autre sous-programme dans le même module. OK? Donc, ici, on a une portée qui est au moins au niveau du module. Voyons voir qu'est-ce qui arrive si j'essaie de prendre mon test puis de l'utiliser dans un autre dans un autre module. Pouip. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai mon module 1, okay, qui a les différents noms de sous-programmes. En passant, l'utilisation de modules va nous permettre de décortiquer les différents éléments dans un programme. Donc, on peut créer plusieurs modules pour regrouper ensemble plusieurs sous-programmes qui se connaissent contextuellement. On peut modifier le nom du module pour être capable d'avoir un nom plus contextuel aux différents sous-programmes que je vais écrire à l'intérieur de ce dernier. Donc, si je regarde, quand j'ai le module ici, puis que j'en sélectionne un, je peux aller ici dans le bloc de propriété. S'il n'est pas là ici, on peut aller dans l'option View, puis dans l'option du Properties Window, la fenêtre de propriété. Ça va apparaître. Puis à l'intérieur de celui-ci, on a
le nom que je peux changer, puis ça va changer le nom du module dans Excel, ben dans VBA. Puis on peut avoir ici le second. OK. Donc, les modules vont permettre de regrouper différents sous-programmes. Si vous remarquez, dans le premier travail pratique, on vous demande d'avoir une séparation avec les différents modules. Donc, on va vous demander de, pour chacun des sous-programmes, de créer un module qui, ben, pas nécessairement de créer un module pour chaque sous-programme, mais pour une catégorie de sous-programmes, de créer un module qui va être utilisé pour une partie du problème. Donc, si je ressors rapidement notre ami l'énoncé, on a ici, pour chaque sous-programme, on a toujours le nom du module auquel ce sous-programme-là appartient. Donc, ça veut dire qu'on vous demande d'avoir différents modules. Donc, si on regarde au début, on a la liste des différents modules qui vont être là à la fin. Vous pouvez les créer immédiatement. Puis, on va vouloir que les différents sous-programmes existent dans leurs modules respectifs. Parfait. Donc, on est toujours dans le principe de « je veux savoir si d'un module à un autre, est-ce que je peux utiliser les sous-programmes? » Fait que je vais essayer ici, je vais essayer d'exécuter cette procédure-là. Puis je peux voir que ça semble fonctionner sans problème. Fait que je peux voir ici que le sous-programme, la procédure que j'ai créée ici, a une portée qui semble être assez ouverte pour être utilisée entre le module courant et même différents modules. Donc, cette portée-là, qui est très grande, qui permet que pas mal tout le monde puisse l'utiliser, on dit que c'est une portée publique. Donc, le but du public, c'est de dire que n'importe qui, presque, peut aller le chercher, le retrouver, sans trop de problèmes. Donc, la portée, c'est quelque chose qu'on peut ajouter comme information. Donc, ce que vous avez pu voir dans les solutions, c'est le mot-clé public, qui est en fait l'option par défaut. Donc, l'option par défaut public est disponible quand je veux avoir un sous-programme qui est public, puis ça ne change rien à la fonctionnalité couramment. Okay? Parce que le mot-clé public est implicite si je ne le marque pas. Ça veut dire que de marquer public ou pas, ça fait la même chose. Ça fait des sous-programmes qui sont publics. Moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que, selon en fait les modules, est-ce que la procédure a une durée de vie ou une validité en fait? Ben, l'appel de la procédure va toujours être disponible, mais les différentes variables qui existent à l'intérieur de la procédure vont seulement exister durant l'exécution de la dite procédure. Est-ce que ça répond à ta question ou c'est plus clair ou il y a d'autres sous-questions? En partie. Est-ce qu'il y a d'autres sous-questions ou t'es pas pire pour l'instant? Au pire, ça mijote. Non, mais en fait, c'est... Ok, ça je viens de comprendre. En partie, ce que je veux dire, c'est que, admettons que dans ma procédure, j'ai des variables. Est-ce que ces variables-là, elles ont une durée de vie ou c'est moi qui je peux décider que ces variables n'ont pas de durée de vie, qu'elles peuvent rester à l'infini? Ils ont des durées de vie obligatoires. Okay? Donc, dès que tu déclares une variable à l'intérieur d'un sous-programme, elle ne pourra qu'exister, elle ne pourra qu'être utilisée qu'à l'intérieur du sous-programme. Puis, on ne peut pas changer cette portée-là. OK. Est-ce que ça, c'est bon? C'est bon. Excellent. On va voir qu'il y en a un autre type qui existe pour les variables dans quelques instants. Fait que peut-être que ça va encore plus éclaircir des choses que tu pourrais penser. OK. Fait que si on a le principe de public, c'est possiblement parce qu'il y a d'autres options. Hein? Donc, on a le mot-clé private, OK, pour faire contraste à la portée publique. Donc, si j'essaye ça, le mot-clé private,
on va réessayer de voir qu'est-ce qui se passe quand j'essaie d'appeler ce sous-programme-là. Oh! Soudainement, la portée privée a limité l'espace d'utilisation, l'espace d'appel de mon sous-programme. Je suis maintenant plus capable d'aller chercher portée SP. Si on essaie de le rapprocher, donc on était dans un module différent, ben je me dis, OK, qu'est-ce qui arrive si j'essaye à l'intérieur du même module? Si j'essaye à l'intérieur du même module, oh, ça recommence à fonctionner. Fait que ici, le mot-clé privé me permet de limiter l'utilisation de mon élément, de mon sous-programme dans ce cas-ci, à d'autres sous-programmes du même module. Donc, pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça? Le principe, c'est qu'en informatique, on veut essayer de limiter le plus possible les éléments par défaut. Parce que plus c'est ouvert, plus c'est libre, plus n'importe qui peut aller n'importe où, c'est plus difficile à déboguer, c'est plus difficile à trouver les failles possibles, puis c'est plus difficile à essayer de modifier ce code-là. Donc, je pense que vous avez commencé à avoir des heures de travail en programmation. Je pense que vous avez vu le principe que même si tu as peu de code, c'est quand même compliqué à essayer de formuler, à essayer de voir qu'est-ce qui se passe autour. Fait que une pratique commune, c'est de vouloir limiter le contexte avec lequel tu veux travailler. Moins tu as de code à regarder, plus ça va être facile. Donc, c'est pour ça qu'on utilise le principe d'avoir une multitude de sous-programmes pour faire plein de petites tâches qu'on peut tester individuellement. Okay, parce que, bon, j'imagine que vous avez entamé le travail pratique 1, vous avez déjà vu comment c'est de travailler avec un sous-programme à la fois, ok? C'est faisable, mais déjà là, c'est quand même assez fastidieux. Imaginez si on s'était dit, on fait fi des sous-programmes, on essaie de tout écrire d'une shot, ok, 500, 600 lignes de code, puis après ça, on commence à tester les choses. Tu sortirais jamais du bois. Donc, le principe de limitation d'éléments, c'est ça qu'on peut avoir avec le privé. Si on a un sous-programme qui ne devrait pas être utilisé à l'extérieur du module, on va le mettre privé. Dans le premier travail pratique, cette pratique-là ne vous est pas demandée. Donc, dans le premier travail pratique, il n'y a aucun des sous-programmes qui demande d'être privé. Si c'est le cas, ça va être spécifié dans la description du sous-programme. Ça va dire ce sous-programme privé, blabla, 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 bla. Donc, ce n'est pas le cas dans le premier travail pratique. On n'a pas besoin de s'en faire avec ça pour tout de suite. Ensuite, on est capable d'avoir des... puis là, ici, je reprends la question de tantôt, qui était comme, est-ce que je peux décider de la durée de vie de mes variables locales dans mes sous-programmes? Non. Mais tu peux avoir d'autres types de variables, par exemple. Fait que il y a des variables à portée publique ou des variables à portée privée qui vont être des variables qui sont utilisables à l'intérieur du module ou à travers tous les modules. On appelle ça des variables globales. Fait que ici, le principe, c'est qu'on peut avoir quelque chose comme ça. Puis, soudainement, si je commence à l'utiliser ici, puis je commence à avoir d'autres utilisations ici. Fait que je vais essayer de rouler ce programme-là. Ça va exécuter la portée de sous-programme. Ça l'appelle cet élément-là. Ça change la variable qui devrait être disponible pour le module au complet. Puis après ça, ça va l'afficher. On a le premier. Puis après ça, on a le deuxième qui affiche l'assignation que j'ai faite dans un autre sous-programme. Donc ça, ce que je viens de faire, ça vient de briser toutes les règles, tout l'entendement qu'on avait construit la semaine passée. Ici, ça va être important de mentionner que je vous montre ça pour une et une seule raison. C'est pour vous dire que dans le cours, c'est interdit d'utiliser des variables globales. OK? Donc, si on a des malentendants dans le cours,
OK? Donc, je l'ai entouré de mauvais mots. Ça va le bannir de ce cours. Là, la question, évidemment, qui vient à votre esprit, je le sens tout de suite, c'est comme, oui, mais là, pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai pas le droit d'utiliser la chose qui semble régler tous les problèmes que depuis tantôt, depuis la dernière semaine, on a des embûches, on n'est pas capable de le trouver? Deux explications. OK? Bon, premièrement, c'est pour vous protéger de vos propres maladresses. OK? Donc, comme je vous ai dit tantôt, une bonne pratique qui s'appelle la programmation défensive, c'est d'essayer de limiter le plus possible c'est quoi le code qui peut être problématique. Quand on a une variable globale, ben, ça fait en sorte que le code qui peut être problématique, c'est n'importe quel code. Fait que ça fait en sorte que quand tu as un problème, tu peux passer à la place de quelques secondes, plusieurs heures, plusieurs jours à essayer de trouver pourquoi. Quelque part, il y a un autre sous-programme qui a utilisé la variable au mauvais moment, puis ça casse toutes tes affaires. Donc, le principe ici, c'est que ça existe, les variables globales, mais c'est un outil avancé de langage de programmation. Puis, c'est un peu un attrape-nigo, un attrape à débutant. Donc, on a des variables globales qui existent, mais l'analogie que j'aime bien faire, c'est de dire que c'est un peu comme un piège à ours à la chasse. Donc, tu veux aller à la chasse, on n'ira pas dans l'éthique de tuer des animaux, là, là, c'est purement académique comme principe. Là. Tu t'en vas faire une activité, tu apportes, mettons, ton jeune à cette nouvelle activité-là, puis tu as un outil qui est dangereux à cette activité-là. Donc, tu as un piège à ours. C'est un outil qui est utile, le piège à ours, mais la première fois que tu apportes quelqu'un de nouveau qui n'est pas habitué, est-ce que tu vas lui laisser le piège à ours? La réponse, c'est non. Donc, les variables globales, c'est des pièges à ours. On ne les utilisera pas à l'intérieur du cours. Donc, dans l'énoncé de travail, c'est indiqué qu'une utilisation d'une variable globale entraînera une perte de 25% des points immédiatement sur le travail. Oui, Hugo? Oui. J'ai une question, elle peut sembler bête, mais en quoi c'est une variable globale? Fait que ici, c'est que la durée de vie de la variable est plus longue que l'étendue des sous-programmes. Donc, puisque n'importe quel sous-programme peut l'utiliser, son utilisation est globale à tous les sous-programmes. Est-ce que ça répond à ta question? Plus ou moins. Mais OK. On garde l'écriture du code tel que là. Si on enlevait en fait private x, i et stagger, si on enlevait la portée n'est plus globale. Là. Si on l'enlève là, c'est ça. Ben, si on l'enlève, on a, là, ici on va remettre l'option explicite là, pour voir l'erreur qui va arriver. Si on fait avec ça avec l'option explicite, ça va faire en sorte que ça ne marchera juste plus. Là. Parce que X n'existe plus dans aucune des portées courantes. OK. Mais si je comprends alors, c'est parce que tu as remplacé l'option explicite par private, machin. Ben ici, c'est habituellement... Mais il vient par défaut, lui, il vient par défaut. Ouais, c'est ça. Tu sais, avec ça, on rajoute une variable globale. C'est parfait, OK. Ce qui est mauvais. Puis là, ça fait en sorte qu'on peut commencer à l'utiliser entre les sous-programmes, qui est quelque chose qu'on ne veut pas faire. Bon, OK. Donc, la méthode... Oui? Excusez. C'est-tu le fait que tu le mettes en début de sous-programme, en début de module, parce que tu l'as quand même écrit private, ta variable, donc je me demandais pourquoi private, premièrement, et qu'elle est globale quand tu écris private. C'est le fait qu'il était vraiment en haut de page. Ça, j'essaie de comprendre. Ouais, le mot-clé global est un mot-clé qui dit que c'est accessible par plusieurs sous-programmes. Donc, ici, le fait que c'est private, c'est quand même... On a vu que private, c'était limité au module. Ça veut dire que si je commençais à essayer d'utiliser X dans mon second module, ça ne marcherait pas, là. Mais la nomenclature, puis un peu la nomenclature des variables globales, c'est que c'est arrivé avant qu'il y ait du private puis du public, puis que tout était dans le même dossier. Fait que c'est pour ça que peut-être qu'il y a un peu une dissonance ici. Donc, le principe que c'est global, c'est que c'est global à plusieurs sous-programmes. Là, c'est global à plusieurs sous-programmes à l'intérieur du même module. Si j'avais mis public, ça serait aussi une variable globale.
qui serait global à tous les modules. Donc, à tous les sous-programmes de tous les modules. Donc, c'est ça la différence. Ouais, ça, je le comprends bien, mais dans le fond, c'est vraiment le fait qu'elle n'est pas à l'intérieur d'un sous-programme qui fait qu'elle est globale. Exact. Si tu l'avais ultimé ici, ok, je comprends. Totalement, je comprends très très bien. Okay, j'ai compris. Merci. Fait que, bonne distinction, hein? Ici, c'est vraiment le fait qu'elle soit à l'extérieur des sous-programmes qui fait en sorte que c'est pas une variable normale. OK? Donc, je peux pas utiliser dim non plus à cet endroit-là, là, fait que ça l'indique aussi, mais c'est la différence que si je l'avais déclaré ici, ben ça ferait une variable qui appartient à ce sous-programme-là, mais qui pourrait seulement être utilisée par ce sous-programme-là. Fait que qu'est-ce que je viens de faire serait pas non plus possible parce que le X se connaîtrait pas entre les deux. Fait que c'est un peu qu'est-ce qui se passe. Fait que si on veut essayer de faire qu'est-ce qui est ici, ben il va falloir passer par les différents mécanismes qu'on connaît des fonctions ou des procédures avec les paramètres. Donc, si on veut recevoir de l'information, on peut avoir des paramètres d'entrée. Puis, si on voudrait sortir de l'information comme ici, on pourrait avoir un retour d'une fonction. OK? Parfait. Donc, je veux ensuite attaquer un deuxième problème qui arrive aussi dans le travail pratique, qui est les variables par référence. Par référence. Donc, le principe de variable par référence, c'est un mécanisme additionnel pour être capable de modifier des variables dans des sous-programmes. Donc, ce que ça va nous permettre de faire, ça, c'est de contourner une limitation des sous-programmes. En ce moment, si on veut sortir une information d'un sous-programme, si on veut avoir une réponse à un sous-programme, on sait qu'on veut utiliser une fonction. La fonction va avoir un retour, puis le retour va pouvoir être utilisé par d'autres sous-programmes qui utilisent cette fonction-là. Ça, c'est ce qu'on connaît. Mais si on pose la problématique de qu'est-ce qui arrive si j'ai deux réponses à avoir dans mon programme, qu'est-ce que je fais quand j'ai deux réponses à avoir? Fait qu'ici, j'ai, mettons, on va le faire en sol pour l'instant. Puis, on va avoir une fonction math. OK? Puis, son but, c'est de recevoir deux paramètres. OK? Fait que ça, on est capable de voir ça. On a le byval. OK? On va mettre A. Puis, le but, c'est d'être capable de dire c'est quoi le produit des deux, puis c'est quoi la somme des deux paramètres. Fait que j'aimerais ça avoir le produit, puis j'aimerais ça avoir la somme. Wow! Calm down. Fait que le produit, je sais que c'est égal à A fois B. Puis la somme, je sais que c'est égal à A plus B. Fait que ça, c'est les deux réponses que je veux avoir. Puis là, je suis comme, OK, ben, si je voudrais que ça soit deux réponses, là, je peux pas vraiment utiliser une fonction, parce que la fonction, son but, c'est de retourner une valeur. Fait que là, je suis comme pogné. Fait que pour être capable de gérer cette problématique-là, on va avoir une nouvelle version de paramètres d'entrée. Donc, on avait parlé dans les paramètres d'entrée que c'était des paramètres qui étaient envoyés par valeur. Donc, c'était une valeur qui était envoyée, c'était une valeur qui était présentée à la fonction. Qu'est-ce qui se passait avec restait encore une fois dans le sous-programme, dans la procédure de la fonction, sans avoir un effet direct. Bien, on va voir qu'on a une deuxième possibilité, qui est le passage par référence, qui va me permettre d'envoyer une variable que je peux modifier, puis qui va rester modifiée après les modifications à l'intérieur du sous-programme. Fait qu'on va se faire ici un petit sous-programme de test.
pour valider ça. Fait que on va se créer deux variables qu'on va appeler retour produit puis retour somme pour tester nos différents éléments. Puis après ça, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe avec les passages par référence. Fait que premièrement, pour les passages par référence, il va falloir que je rajoute des paramètres d'entrée. Mais les paramètres d'entrée, je vais les indiquer à place d'utiliser le byval par des byref. Fait que ici, on va continuer sur la ligne subséquente. Hein, donc le underscore me permet de continuer sans avoir à déborder sur notre affaire. Fait qu'on a le byref. Puis on va avoir le produit. Puis on va avoir un deuxième byref. Fait que je peux enlever ici ces éléments-là. Il me manque une virgule. Fait que, encore une fois, quand je déclare d'autres paramètres d'entrée, je n'ai pas besoin de les redéclarer en tant qu'éléments à l'intérieur de mon sous-programme. Puis, ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire un appel à ce sous-programme-là. Fait que je vais faire 4 et 7. Puis, fait que j'envoie deux valeurs. Puis après ça, j'ai besoin d'envoyer deux variables, parce que c'est des paramètres par référence. Donc le principe, c'est que je vais lui donner ma variable ret produit, puis ma variable ret somme, puis il va pouvoir utiliser ces variables-là à la place de qu'est-ce qu'il utiliserait ici. Fait que quand il va assigner quelque chose dans produit, il va en fait assigner quelque chose dans la référence de produit, qui va donc assigner dans ma variable retProduit que j'ai dans mon test. Fait que ça, c'est un indicateur que quand je finis avec ça, on devrait avoir le produit. J'ai-tu oublié quelque chose? J'ai de la misère à comprendre exactement le VBCARLF que tu mets avant le underscore. C'est quoi exactement? Ouais. Fait que on va le voir en action. Ah, j'ai oublié un E, hein, c'est ça qui... CTRL Z, Z. Ici, il me manque un E. C'est que ça le met sur deux lignes, genre différentes. Exactement. Ça simule le Enter. OK. Voyons. Et merci. Comme ça ici. Fait qu'on va le regarder en action pour comprendre. Le VBCRLF, c'est comme si tu fais un saut de ligne dans ton message. Fait qu'ici, on peut voir que ça n'a pas été sur la même ligne. Ça fait un saut de ligne, ça continue le texte, fait que ça met la somme. Est-ce que ça... c'est correct pour le VBCRLF? Oui, merci. Excellent. Donc, on peut voir ici que Magie, ça représente bien les différentes réponses que je m'attendais. Donc, le principe ici du passage par référence, c'est de dire, je vais prendre la variable qui est ici, je vais la coller, donc je vais faire une référence à celle-ci à l'intérieur de mon sous-programme, puis je vais pouvoir modifier cette référence-là, puis ça va venir modifier la variable que j'ai passée par référence. Donc, les passages par référence me permet, à la place d'envoyer une valeur, d'envoyer une référence à une variable ou d'envoyer une variable qui va pouvoir être modifiée, puis cette modification-là va rester même après l'utilisation du sous-programme. Donc, ça peut être une procédure, ça peut être une fonction. Il n'y a pas de limitation sur quel type peut avoir des éléments par référence. Donc, on peut l'utiliser pour avoir des réponses additionnelles.
Puis on peut même avoir une fonction qui va avoir d'autres réponses qui vont être fournies par le mécanisme de retour. Fait que on utilise ça. S'il te plaît, Hugo? Oui. Ma question, c'est, est-ce que pour résumer, Val va faire appel à des variables ou à des valeurs et Bayrev va faire appel à des fonctions et des variables aussi? Le passage par valeur va juste faire appel à des valeurs, puis le passage par référence va faire appel à des variables. C'est... OK. Aussi simple que ça. Les deux peuvent être utilisés soit dans les procédures, soit dans les fonctions en tant que paramètres d'entrée. Ça n'a pas de distinction. Tout est possible. OK. Maintenant, est-ce que c'est forcément lorsqu'on a deux variables qu'on l'utilise, deux et plus, ou bien même avec un, on peut l'utiliser? Ben, c'est quand on a besoin d'avoir plus qu'une réponse à un problème. Donc, parce que si on a juste une réponse à aller trouver, on peut utiliser une fonction à la place, qui est ce que, majoritairement du cas, on a besoin de faire. Donc, si on a juste une réponse à trouver, tu sais, je veux trouver l'aire d'un triangle, je veux trouver le périmètre, je veux trouver le salaire horaire. Donc, à chaque fois que je veux trouver une réponse, je vais utiliser la fonction. Mais quand j'ai besoin d'avoir plus qu'une réponse, je vais devoir utiliser le passage par référence. Et ce que tu appelles réponse ici, c'est les retours. Ben, le mot retour, moi, je le garde parce qu'un retour, ça a rapport avec une fonction. OK? Donc, c'est effectivement le retour que tu veux avoir, donc les informations que tu veux avoir, mais moi, je fais très attention au vocabulaire pour pas confondre tout le monde, là. Fait que quand on parle de retour, moi, je parle toujours de... c'est le retour d'une fonction. Là, en ce moment, j'ai pas une fonction. J'ai une procédure, mais je suis en train de créer deux réponses que je vais pouvoir utiliser dans mon code. Fait que pour avoir plus qu'une réponse, j'utilise des paramètres par référence. OK, merci. Excellent. Donc, ça ici, ça va être utilisé dans le travail pratique. C'est quand on a des éléments qui sont par référence dans nos différents programmes, ça va être spécifiquement indiqué. Donc, ça va être spécifié dans la liste de paramètres quand est-ce que ça existe puis que c'est par référence. Donc, si on regarde, donnez-moi un instant, je veux juste chercher un exemple dans l'énoncé. Bla 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 bla. Ici. C'est le 15, je pense. Ouais, le 14, ici. Fait qu'on a ici le 14, OK, qui a un élément passé par référence qui va être utilisé quand j'ai besoin d'avoir plus qu'une réponse. Donc celui-là a seulement une référence parce que c'est quand même une fonction. Fait que ça veut dire qu'il va avoir une réponse par le retour, puis une réponse par la référence. Ici, en passant pour le sous-programme 14, c'est un point, c'est un pain point, okay? Donc c'est un sous-programme qui est beaucoup plus complexe que tout le restant du devoir. Fait qu'en fait, quand vous allez être rendu là, pour l'instant, ce que je vous conseille, c'est de sauter par-dessus. Puis ce mardi, Nadia va venir commencer la période de laboratoire avec un topo pour tout le monde sur comment le faire. Donc, ouais. Non, vas-y, je te laisse terminer. C'est ça le principe. Le sous-programme 14, si vous avez eu un problème ou si vous avez des questions là-dessus, pour l'instant, on skip ça. Donc, je ne répondrai rien sur le sous-programme 14 aujourd'hui. Ça va être mardi. Vous allez le construire ensemble pour être certain que tout le monde soit capable de passer au travers correctement. Vous pouvez continuer votre programme sans l'avoir fait. Quand on vous demande de faire une saisie autrement avec le saisir entre bornes, tu peux juste le remplacer par un input box normal pour l'instant. Donc, tu avais une question? Oui, ma question c'est le sous-programme TextMath, CallMath 4,7. Si moi je voulais en fait que ce soit des nombres aléatoires,
C'est-à-dire que le programme me choisit des nombres aléatoires et qui me retourne là-bas. Et il me retourne en fait le retour produit, le retour somme. Pour lequel tu parles? Pour quel sous-programme? Le sous-programme test math. Ici, on va justement reparler des tests. Fait que je vais revenir là-dessus tantôt pour jaser de ça. C'est bon. Parce qu'on ne voudra pas des valeurs aléatoires, en fait. OK. Donc, le principe, tout ça c'est beau, tout ça c'est beau. Ça c'est pas... Ça va être revu, anyway, mardi avec vous autres. Justement, je veux parler des différents tests. Donc, dans le travail pratique, vous avez des procédures de tests qui sont demandées. En passant, il y a eu un petit oubli. Il y a le nombre de jours dans le mois qui manque sa procédure de test, mais vous avez le petit tableau. Il devrait quand même avoir un test qui vient avec. Donc, le but des différents tests dans un programme, c'est pour assurer la fonctionnalité des différents sous-programmes. Donc, faire attention, les tests ne sont pas nécessairement exhaustifs. Hein? Donc, quand on fait des tests, ça garantit que ces tests-là fonctionnent, mais ça ne garantit pas que le sous-programme est fonctionnel à 100%, parce que si c'était le cas, puis qu'on était capable de faire des tests qui s'assurent que ça marche tout le temps, on n'aurait jamais de problème avec nos ordi, on aurait tous les programmes qui crasheraient jamais, ce qui, je crois que tout le monde dans notre vie, on est capable de savoir que ce n'est pas le cas. Donc, on est capable de tester des fonctionnalités, mais on n'est jamais capable de s'assurer d'une fiabilité, OK, à 100% de quoi que ce soit en informatique, en programmation. Fait que pour les tests, pour ce qu'on vous demande dans le travail pratique, on va vouloir avoir des exemples spécifiques. Donc, le but des tests ici, ça va être pour que les différents correcteurs soient capables de valider la fonctionnalité de vos différents sous-programmes. Donc, on a besoin que vous fassiez les tests pour tous les différents exemples qu'on vous donne pour les différents tests donnés. Puis, on veut aussi que les différents tests s'exécutent de manière instantanée. Donc, dans les tests qu'on vous donne, on va vous demander d'avoir des tests qu'on dit statiques. Okay? Donc, il n'y a pas de input box. Le but, c'est de tester les différentes fonctionnalités directement de qu'est-ce qu'on demande pour afficher les résultats attendus. Fait que c'est un exemple ici de qu'est-ce qu'on s'attend. Donc, ici, on pourrait dire, mettons, puis on pourrait même continuer, puis marquer puis là, on a le produit. Donc, quand on fait les tests, on a ici un seul message box qui va avoir les différentes valeurs, puis qui va avoir dans la même fenêtre les résultats attendus. Okay? Donc, quand on fait des tests en passant, les normes de présentation sont moins là. Donc ici, j'ai pu mettre des valeurs directes. C'était correct parce que c'est des valeurs arbitraires du test. Je ne peux même pas mettre ça dans des constantes. Je n'ai pas besoin non plus de vraiment d'avoir de commentaires à l'intérieur parce que des tests, c'est du code qui ne fait pas vraiment partie de la fonctionnalité du programme. C'est juste pour assurer la fonctionnalité du dit programme. On peut avoir plusieurs cas de test. Si on a plusieurs cas de test, donc admettons ici, je demande de tester 4 et 7, mais je demande aussi de tester, admettons, je sais pas moi, 0, 0, ben, on veut avoir qu'une seule boîte de un seul message box par test. Donc, pour être capable de faire ça, on peut avoir de la concaténation de chaînes. Donc, le principe ici, c'est de dire j'ai mon cas
j'ai mon message box de mon message à la fin. Puis, ça ici, ça devient le message. Puis après ça, je peux recopier ça. Puis faire une concaténation pour dire prends le message précédent, rajoute ici notre affaire, puis nous autres en ce moment, on s'attend à ce que ça soit 0 et 0. Fait que avec ça, oups. Oui, j'ai marqué chaîne, mais il faudrait que je l'écrive en anglais. Message, il est mal écrit aussi quand en dessous de call math, message égal. Effectivement, merci. Mais ça, excellent. Puis ici, il nous faudrait un autre. Comme ça. Fait qu'avec ça, on peut avoir différentes utilisations qui viennent avec. Puis, on peut facilement voir la fonctionnalité de notre programme. Fait que je peux voir ici, j'ai envoyé, je m'attendais à avoir 28 et 11, j'ai eu 28 et 11. Je m'attendais à avoir 0, 0, j'ai eu 0 et 0. Fait que juste avec un clic, je peux facilement voir que mon sous-programme est fonctionnel. Fait que quand on vous demande des tests, on vous demande que ce soit des tests statiques. Ça veut dire que ça l'implémente littéralement les différents tests qu'on vous donne. Okay? Vous pouvez enregistrer si vous voulez, mais il faut au moins avoir minimalement tous ceux qui sont demandés dans les différents tableaux de tests. Quand vous êtes en train de débugger, donc quand vous êtes en train de construire, de développer votre sous-programme, c'est pas obligé d'avoir des tests statiques, mais c'est fortement conseillé d'avoir le test statique même avant de créer ton sous-programme. Comme ça, tu peux avoir comme une espèce de « OK, je sais immédiatement quand est-ce que j'ai réussi à régler mon sous-programme. » Donc, dès que vous commencez à créer juste la définition de la fonction, tu peux tout de suite commencer à faire le test, puis tu vas avoir comme une espèce de « OK, ben le premier test commence à fonctionner, là j'en ai la moitié, là j'en ai juste un qui manque, puis là tu peux comme drill down puis essayer de trouver pourquoi ces tests-là spécifiques ne sont pas fonctionnels. » Parfait. Fait que ça fait le tour de qu'est-ce que je voulais voir aujourd'hui. Donc, j'ai une question de René. Je ne t'entends pas. Je vois que tu t'es démuté dans Zoom, mais je ne sais pas si c'est un mute physique ou matériel. Parce que j'ai pas de son de ta part. Au pire, tu peux taper ta question dans le chat, puis je vais pouvoir y répondre. Mais sinon, ça clôturait la partie magistrale d'aujourd'hui. Fait que ça veut dire que le restant de la période va être utilisé pour travailler sur le premier travail pratique.